Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode, Je me raconte, et nous aborderons la 6e séquence, Mes ancêtres. Puis, la télé du Haut-du-Lac visitera les locaux de la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, qui vous expliquera tous ses services et l'aide qu'elle peut vous apporter dans vos recherches généalogiques. Alors, mes ancêtres. Avant moi, d'autres sont venus. D'autres ont vécu. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, leurs aïeuls, il est important de les faire connaître à vos proches. Comme piste de réflexion, on a plusieurs petites questions, comme je parle de mes grands-parents maternels et paternels, de leur lieu d'origine, leur métier, leur profession qu'ils exerçaient. Je me rappelle les bons souvenirs que je conserve d'eux. Je parle de la relation que j'ai entretenue avec mes grands-mères, mes grands-pères. J'ai peut-être des anecdotes savoureuses à raconter ou quelques secrets à dévoiler. Qui sont mes parents? D'où viennent-ils? Qui étaient leurs frères et sœurs? Quel rang occupaient mes parents dans leurs familles respectives? Quelle incidence cette place a-t-elle eue sur leur vie d'adulte? Comment mes parents se sont-ils rencontrés? Ça, c'est quelque chose de très intéressant quand on peut le savoir. Ai-je été élevée dans un milieu financièrement aisé ou modeste? Quelles valeurs ma mère et mon père m'ont-ils léguées? Comme instruction, pratiques religieuses, travail, argent, etc. Je parle aussi des traits de personnalité de ma mère et de mon père, de leur aspect physique, de leurs intérêts, les loisirs qu'ils avaient, leur philosophie de vie parfois aussi qui était importante, l'éducation, leur métier. De quoi ai-je hérité de mes parents et grands-parents? Quelles aptitudes et talents que j'ai hérités de mes grands-parents puis de mes parents? L'aspect physique, moral et psychologique aussi. Pour les Mayou, le premier qui est arrivé ici, c'est Pierre, puis dans un bateau qui s'appelait la Vierge. Et ça, il avait pris 2 mois et demi pour traverser l'océan Atlantique. Et moi et mes frères et sœurs, on est la 11e génération. Puis il y a eu dans notre cheminement de famille un événement qui n'a pas été expliqué encore, puis je lance un appel à tous s'il faut. Parce que rendu à Thomas, qui est de la 7e génération, il y a eu 3 enfants. Les 3 premiers enfants, c'était Joseph, Alexis et Louise. Louis-Alexis. Donc, Thomas est le 8e, puis la 7e génération, puis mon arrière-arrière-grand-père, il a épousé Georgiana Lavoie. Ils ont eu 8 enfants, dont Louis-Alexis, qui est né en 1868. C'est à partir de cette naissance que l'histoire de l'un de mes ancêtres se complexifie. Dans les registres de la paroisse Sainte-Agnès, en Charlevoix, on retrouve Louis-Alexis, fils de Thomas et Georgiana, baptisé le 26 février 1868, né 3 jours plus tôt. 3 ans plus tard, le recensement de 1871 indique sa présence dans la famille de Thomas Mayou à titre de 2e enfant, alors âgé de 4 ans. Son frère Joseph était aussi inscrit âgé de 5 ans et sa sœur Louise, 11 mois.
Un an plus tard, toujours dans les registres de Sainte-Agnès, on retrouve l'inhumation de Louis-Alexis. On inscrit qu'il est décédé à l'âge de 3 ans, alors qu'il a, selon mes calculs, 4 ans et demi, mais ça ne fait pas une grosse différence. Première imprécision, après cette date, il serait logique de croire que le prénom d'Alexis disparaîtrait de cette famille. Est-ce une erreur ou un indice de ce qui suit? Plus troublant encore, au recensement de 1881, il est sur la liste de la famille de Thomas Mayou, son père, et l'âge indiqué par le recenseur est 12 ans. Et on indique 13 pour son frère Joseph. Il y a aussi le fait que Louise, qui avait 11 mois au relevé précédent, n'apparaît pas sur celui-ci. Deuxième imprécision, parallèlement à ça, Thomas et Georgiana continuent d'avoir des enfants et aucun d'eux ne peut avoir pris la place de Louis-Alexis. J'en déduis que ces recensements et quelques autres documents ont été bâclés, ce qui fait que je n'ai toujours pas trouvé avec certitude qui est vraiment mon grand-père Exé. On l'a appelé ainsi tout le temps que je l'ai connu. De même, au recensement de 1891, S. Mayou est enregistré dans la famille d'Élie Harvey, son beau-père, et on y note aussi Ludivine Mayou, Harvey, de son nom de baptême, ce qui signifie qu'ils ont demeuré chez les parents de Ludivine après leur mariage. J'ai une de mes tantes qui disait « On n'est pas des bâtards ». Non, comment j'ai réagi? Ben, c'est sûr que j'ai fait des recherches. J'ai Sainte-Agnès, Saint-Hilarion, tous les petits villages où j'ai fait les cimetières dans ce coin-là. J'ai fouillé les registres. Puis, il y a rien. Il y a des chercheurs émérites qui sont penchés là-dessus, puis ils en viennent à l'idée qu'il y a peut-être un enfant qui a été amené dans cette famille-là en compensation, ou, tu sais, souvent, il y avait des femmes qui mouraient en couche, puis qui se ramassaient avec 4, 5, 6 enfants qui étaient pas... qui perdaient leur mère. Fait que s'il y en a un dans la famille éloignée, dans le voisinage, parce que j'ai une de mes cousines, moi, Normandin, que sa mère l'a accouchée, puis elle est décédée à l'accouchement. Elle n'a jamais été adoptée par son oncle. Émile, elle a vécu avec elle. Peu importe le moteur de recherche qu'on utilise, ils arrivent tout au mur, puis ils sont pas capables d'expliquer de manière... Moi, j'ai dit que si je gagne le million, je vais faire exhumer Thomas puis Alexis, puis voir si ça correspond dans le code génétique. J'en fais régulièrement. Le problème, c'est qu'on a des registres d'ancestrie, mais si tu es plus proche que 1941, on n'a pas de choses officielles. Aujourd'hui, quand je te demande, je te demanderai pas le nom de ton père, ni de ton grand-père. C'est quoi le nom de ton arrière-grand-père? Là, je peux commencer une recherche. Il y a du monde qui sont encore vivants là, de 1950. Là, il y en a encore des vivants. C'est les nouveautés qu'on trouve là-dedans. Là. Ma grand-mère Guimond, cette jeune femme-là, elle a eu 11 enfants, puis elle a été baptisée sous le nom de Marie-Georgiana Lydia Guimond. Gobeil, c'est-à-dire. Puis elle a été baptisée sous le nom de Lydia, mais il n'y a jamais personne qui l'a appelée Lydia. Elle s'est tout le temps fait appeler Diana. Pourquoi? J'ai essayé de le savoir, mais ses enfants eux-mêmes ne le savaient pas. Il y en a un autre cas, le Café Marcel à Normandin. C'est mon oncle, il est marié avec une sœur de mon père. Mais Café Marcel, il devrait s'appeler le Café Louis-Georges parce qu'il n'y a pas de Marcel dans son extrait de baptême. C'est des choses comme ça que ça t'enligne sur une recherche. La généalogie puis l'histoire, c'est des cousins qui se frottent ensemble de temps en temps. Là. Fait que je sais bien que ça me starte des choses. Alors, c'est une lettre d'une sœur de mon père, tante Mathilda Boulanger. Elle est datée de 1972. François, mon père, est venu au Lac-Saint-Jean à 19 ans.
avec seulement un sac de galettes et une hache, a pris 7 lots de terre du gouvernement près de la rivière Tikwape, appelée aujourd'hui Saint-Méthode. Il a abattu le premier arbre pour bâtir un camp en bois rond. Il y avait beaucoup de mouches, de punaises, de puces et de maringouins. Il n'y avait pas de chemin et était obligé d'aller chercher ses provisions en chaland par la rivière jusqu'à Roberval. À 22 ans, il s'est marié avec Mélanie Pinchot. Son père était aussi un colon qui n'habitait pas loin. Elle avait 21 ans. Ils étaient 2 pour défricher la terre, semer et jardiner. Mais ça a gelé 7 années et ont été obligés d'emprunter de l'argent, 300 $ de ses sœurs qui travaillaient aux factories et 600 $ d'un monsieur Bilodeau de Québec. Il a pu prendre cet argent avec son travail dans le bois à l'étranger avec ses garçons seulement. Alors, autrement dit, il a pu rembourser son argent simplement avec ses garçons. Aussi, il s'est bâti une maison avec ses 3 plus vieux garçons. Ils ont eu 11 enfants. Mes parents ont eu de la grosse misère, même manqué de manger de ma connaissance. Ils vendaient des œufs, du beurre, du lait, de la crème. Maman mangeait du beurre et des biscuits seulement aux accouchements et se privait de toute friandise. On avait quelques bonbons durs aux fêtes. On mangeait de la soupe aux pois, du lard salé, des sauces à la poche et du jardinage. On a tous vécu bien gras et capables. Aujourd'hui, on a dû manger en abondance, tout ce qu'il y a de meilleur et toute friandise, mais plus capable de manger. Elle était malade en dernier. Avec l'agrandissement de culture, on a pu garder 30 vaches, 4 chevaux, 50 cochons, 100 moutons et 50 poules, taures et veaux. Écrit en 1972 à ma chère nièce. Alors, voyez-vous, là, c'est vraiment une lettre écrite de la main avec ses propres mots et qui montre justement l'enfance, justement, là, des premiers colons lorsqu'ils sont arrivés ici à Saint-Méthode. Alors, des lettres comme ça, j'ai des lettres de ma grand-mère Mélanie Pinchot, et qu'elle écrivait à sa fille qui était déménagée à Roberval. Alors, j'ai des faits comme ça, là, des lettres écrites par ma grand-mère, là. Moi, actuellement, autrement dit, j'ai 85 ans. Et alors, imagine, mon père est né en 1902, donc ma grand-mère, Mélanie, est née dans le 1800. J'ai des lettres écrites par elle. Alors, c'est un livre, justement, comme je dis, qui n'aligne pas seulement des noms, mais qui donne des faits. Mon livre, d'abord, moi, j'ai commencé à faire des recherches sur la généalogie dans les années 1995. Il est paru dans le Progrès dimanche une annonce. À ce moment-là, on demeurait à Chicoutimi. Une annonce qui disait qui invitait tous les boulangers. Nous autres, on est des Lefebvre 10 boulangers. Alors, à venir, c'était à l'Université Laval, à venir pour fonder une association des Lefebvre 10 boulangers. Alors, j'avais déjà l'idée, justement, de poursuivre un petit peu, de faire des recherches un peu poussées. Et c'est alors que j'ai dit à mon mari, on va aller à Québec. À partir de Chicoutimi, c'était pas trop loin, c'était un dimanche. Et nous y sommes allés. Et là, le rendu là, il y avait pas encore d'Internet, là. Les gens, les promoteurs avaient tout simplement déroulé des grandes feuilles sur des tables. Et là, ils nous ont dit, il y avait différents ancêtres, là. Essayez de retrouver vos ancêtres là-dedans. Alors, mon mari a pris un crayon, et puis moi, je me suis rappelé pourquoi j'avais toujours l'idée de faire des recherches plus poussées, parce que lorsque j'étais jeune, mon père disait toujours, nous autres, nous sommes des Lefebvre 10 boulangers. Ça trotte dans la tête d'un enfant, ça, quand tu dis, c'est une boulanger, mais c'est une Lefebvre aussi. Puis des fois, je disais, Lefebvre, c'est bien plus beau que boulanger. Le boulanger, c'est un métier. Tu sais, j'aurais aimé m'appeler Lefebvre quand j'étais plus jeune.
Alors, mais mon père, il parlait de son père David, qui avait été voir, qui était mort à l'âge de 100 ans, de son oncle Thomas, puis qui venait de Saint-Thomas de Montmagny, puis son père David. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis à regarder ça, puis là, j'ai vu David, puis j'ai vu des noms qui m'avaient déjà resté dans la tête. Et là, j'étais capable de suivre la bonne lignée et de faire mon premier arbre généalogique. C'est là qu'est parti mon premier arbre généalogique, où il y avait beaucoup d'erreurs, mais que je me suis permise, pareil, d'envoyer à mes cousins, mes cousines pour faire un départ. Et que j'ai, par la suite, quand j'ai commencé mon livre, puis que j'ai eu accès à Internet, à tout l'accès qu'on peut avoir aux différents sites, eh bien, j'ai fait beaucoup de corrections. De sorte que dans ce livre-là, là, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y a des choses à ajouter, par exemple, comme je dis aux gens, là, continuez. Les nouveaux bébés, là, qui naissent, là, écrivez-les, là. Continuez votre arbre généalogique, là. Tu sais, ça, c'est un départ, autrement dit. Les trouvailles que j'ai faites en faisant des recherches, j'ai fait tellement de trouvailles. C'est vraiment... t'as envie de le partager à ce moment-là, tu sais, t'as vraiment envie de le partager, puis que ça reste à nos descendants. Tu sais, moi, j'ai pensé beaucoup, là, que, comme on dit, là, pour que nos ancêtres restent vivants, il faut les nommer, il faut les écrire, pour pas qu'on les oublie. Non, c'est vraiment au fur et à mesure que tu apprends, que tu découvres, que tu te dis, je vais aller plus loin. Alors, à mesure que j'avançais, j'avais envie d'aller plus loin. J'aurais aimé avoir même d'autres ancêtres pour continuer à aller plus loin. Parce que finalement, c'est pour ça que plus tard, j'ai fait le deuxième pour les ancêtres de mon mari. Je vais vous donner quelques outils de recherche. Il y a les registres de l'état civil, les actes de naissance, de mariage, de décès, les recensements, le testament. Les bases de données généalogiques, vous pouvez faire des recherches et puis avoir accès à tous ces documents-là. Il y a les albums de photos, de familiales, il y a les journaux intimes, il y a les journaux de l'époque, il y a aussi la Société d'histoire de ma région, hein, de ma région, de ma MRC ou de ma localité, qui aussi vous donne accès à beaucoup de sites web et de documents. À ce stade d'écriture, dans votre projet, vous vous demandez jusqu'où il va aller dans les recherches généalogiques. Parce que ça peut s'avérer très long. Si vous voulez remonter jusqu'à l'ancêtre qui vient habituellement de France ou d'ailleurs, ça peut être assez long. Alors, si vous ne voulez pas nuire à votre élan d'écriture de votre histoire de vie, vous pouvez reporter ça à plus tard, à la fin de vos écrits, et puis d'aller vraiment consulter une société d'histoire et ou de généalogie pour vraiment avoir accès aux informations qu'ils recèlent. Parce que les lignées généalogiques ont presque déjà toutes été faites. Et il vous reste juste à faire le raccord avec vos parents, vos grands-parents. Oui. C'est tellement de recherche. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Par contre, ce qui est d'ouvrage, de travail, c'est de vérifier. Ils ne sont pas tous nécessairement véridiques. Mais la Société d'histoire, elle a les outils, elle vous fournit les outils pour faire les vérifications. Absolument. Il y a aussi divers sites web, hein, Mes aïeux, Mes origines, MyHéritage, mais vous avez accès à ça, à tous ces sites-là, via la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. Il y a aussi la Fédération des associations de famille. Il y a les centres d'archives de bibliothèques et archives nationales du Québec qu'on appelle BANQ ou BANQ. Vous allez aller visiter les locaux de la Société d'histoire. On vous souhaite une bonne visite et vous allez vraiment découvrir des nouveaux services qui sont très accessibles. La Société d'histoire est le centre d'archives désigné et agréé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc ici, on conserve les archives des individus, des familles
et des organismes de la MRC. Donc, il y a plusieurs centres d'archives partout au Québec. On est plus de 40 agréés, membres du regroupement des services d'archives privés du Québec. Donc, en fait, les gens peuvent se diriger vers le centre d'archives le plus proche de chez eux pour leur territoire. On a des services de recherche, bien sûr, dans les archives, de recherche en généalogie, aussi des services de généalogie métisse qu'on produit pour les gens. On fait aussi de la gestion documentaire, mais c'est un peu plus à l'externe. Ensuite, on fait des services de numérisation. Maintenant, on est spécialisé en numérisation audiovisuelle. Donc, les gens peuvent apporter leurs cassettes, leurs souvenirs de famille, puis les faire numériser ici. Comme service qu'on a, en fait, on a développé une plateforme qui s'appelle lavoûte.tv. Donc, c'est disponible en ligne, puis on a des partenaires de partout au Québec et même au Canada qui participent à cette plateforme-là, qui est une initiative de la Société d'histoire ici. Donc ça, c'est nos services en gros. On est ici dans la section généalogie. Donc, on a un comité de généalogie ici qui donne des ateliers d'initiation aux gens qui veulent vraiment débuter avec leur généalogie, la lignée de leurs ancêtres. Donc, ils peuvent se présenter ici à des bénévoles qui les accompagnent sur rendez-vous durant l'année. Donc, ils vont chercher sur des sites spécialisés qui habituellement sont payants, mais que nous, on offre aux clients. Donc, ils peuvent venir ici faire de la recherche pour commencer, puis une fois qu'ils sont plus habitués, plus à l'aise avec la généalogie, ils peuvent venir eux-mêmes faire leur recherche seuls ici au cours de l'année. Ça prend un abonnement de membres qui est à 20 $ par année pour venir faire des recherches, aussi recevoir notre revue. Donc, c'est dans les avantages d'être membre. Maintenant, beaucoup de choses se trouvent sur Internet directement, mais il y a encore des gens qui consultent les livres. C'est pas les registres en tant que tels, c'est vraiment plus de l'information qui est consignée dans des livres par région partout au Québec. Donc, ça peut être un bon point de départ pour commencer pour les gens qui sont moins à l'aise avec Internet aussi. Sinon, c'est sûr qu'on a l'accompagnement des bénévoles. Donc, pour utiliser Internet, ça peut être bien là, de commencer avec eux. Sur les sites, ça nous permet vraiment d'aller chercher les registres originaux qui ont été numérisés. Les registres de mariage, de naissance, de sépulture. En arrière de toi, c'est des recueils, en fait, de recherches que les gens ont fait. En venant faire des recherches ici, ils ont déposé le résultat de leur recherche pour que les gens puissent commencer avec un petit quelque chose. Des fois, il y a des anecdotes de famille à l'intérieur, aussi des informations comme les dates de naissance, mariage, décès. Puis, c'est un bon point de départ aussi pour commencer. On cherche notre nom de famille, on va voir s'il y a quelque chose qui a déjà été fait. Puis après ça, on va chercher davantage sur le web. C'est l'un de nos plus importants fonds d'archives et aussi notre première acquisition en 1990. C'est le fonds Domtar. C'est le P01, P pour fonds d'archives privés, 01 parce que c'est le premier, donc on y va en ordre d'acquisition. Puis on a beaucoup de livres, des finances identifiées par année. On a aussi des documents, des photos. On en a des centaines et des centaines. Donc c'est vraiment un très grand fonds d'archives qu'on a enrichi avec le temps aussi. Donc quand on ouvre un fonds d'archives, en fait, il y a une donation initiale toujours, mais on peut faire des ajouts au fil des années. Puis ça peut être différentes personnes de l'organisation ou d'une famille qui peut venir faire des ajouts. Donc, c'est ça, c'est un de nos plus importants fonds d'archives. Donc, nous, on conseille toujours aux gens de la MRC de Maria-Chapdelaine de venir donner leurs archives à la Société d'histoire. Ça nous permet de les protéger adéquatement. Les gens conservent ça dans leur sous-sol. On a vu toutes sortes d'histoires là, dans le cabanon avec les insectes, l'humidité, la moisissure. Donc ici, ça nous permet de les protéger adéquatement à l'abri de la détérioration causée par le temps, par l'humidité, par exemple. Puis ça permet aussi aux familles d'avoir un seul endroit où sont disposées leurs archives familiales. Donc, on n'a pas besoin de se demander où sont les choses. Est-ce qu'il faut que je parle à un oncle que je connais pas pour trouver les photos de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? C'est tout rassemblé en un seul endroit. Donc, c'est intéressant aussi pour les familles là, de le faire. Puis c'est gratuit, la donation d'archives, la conservation ici. Puis on en fait même le traitement pour pouvoir repérer efficacement les documents là, quand on en a besoin. Donc, nous, on s'est spécialisé dans la numérisation en 2020.
Puis on s'est aussi doté d'une équipe qui avait des connaissances en informatique, en numérisation audiovisuelle. Puis peu à peu, on a appris comment fonctionnaient les machines. On est allé chercher des machines qui viennent de partout dans le monde, littéralement. Puis des machines coûteuses aussi, là, souvent, qui sont très rares. Puis on les a apportées ici, puis on a offert nos services de numérisation à d'autres centres d'archives partout au Québec, parce que c'est un service rare. Puis même au-delà du Québec, il y a des besoins aussi. On a développé la plateforme lavoûte.tv en ce sens pour permettre la numérisation de documents audiovisuels. On est allé chercher des subventions pour développer la plateforme. Ça nous permet aussi de diffuser ces archives-là qui dormaient dans les centres d'archives. Donc aujourd'hui, les gens ont accès à des centaines et des centaines d'archives audiovisuelles qui ont été numérisées avec soin par notre équipe. Vous pouvez vous renseigner sur la Société d'histoire sur notre site web histoiregénéalogie.ca. Donc, il y a beaucoup de renseignements sur notre site, sur nos réseaux sociaux aussi, Facebook, même Instagram, TikTok maintenant. Donc, c'est ça, on suit les tendances un petit peu. Puis aussi nous appeler. Vous pouvez nous écrire. Tout est sur notre site web. Vous venez, vous prenez rendez-vous, vous venez directement ici. Vous pouvez venir nous voir. On va prendre rendez-vous ensemble, puis on va faire de la généalogie, on va faire des recherches, on va répondre à vos questions le mieux qu'on peut. Alors, c'est ce qui termine le 4e épisode Je me raconte. Au prochain épisode, le 5e, on va parler de la 7e séquence Je deviens adulte, ainsi que la 8e séquence Ma vie amoureuse. Alors, si vous désirez continuer ou débuter vos écrits de votre histoire de vie, dans un prochain groupe, contactez la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine au 418-276-4989. Ou si vous faites partie d'une autre MRC, bien, contactez la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui saura vous référer au bon endroit. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bonne écriture. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.